Depuis plusieurs années, certains spécialistes considèrent la densification comme une des issues pour construire une ville durable, moins consommatrice d'espace et de ressources, qui permet de faire des économies dans les réseaux et qui contribue à la diminution des consommations énergétiques liées au déplacement. C'est à ce titre que la densification urbaine est aujourd'hui régulièrement présentée comme un des piliers de l'aménagement durable. En France notamment, afin de résoudre la crise de la construction résidentielle, tout en limitant l'étalement urbain, plusieurs mesures ont été proposées pour faciliter la densification des espaces bâtis, que ce soit au sein de la loi SRU ou récemment au sein de la loi ALUR, en passant par les différentes lois Grenelle. En même temps, plusieurs recherches ont montré que les tissus pavillonnaires constituent un enjeu considérable en la matière. Du fait de l'importance des surfaces urbanisées en jeu, qu'on estime à environ 20 000 km², et parce qu'ils renferment des sources de foncier sous-exploitées en raison des basses densités résidentielles qui y sont pratiquées. Parmi les différentes formes identifiées, la densification dite douce apparaît aujourd'hui pour de nombreux acteurs comme une solution innovante en matière de production de logements. Au ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, le PUCA privilégie une définition large de la densification douce qui implique différents types de dispositifs et de pratiques, formelles ou informelles, et qui implique une grande diversité d'acteurs. La densification douce des tissus pavillonnaires consiste ainsi à densifier le tissu urbain existant sans destruction du bâti. Elle donne lieu à l'insertion ou à l'aménagement d'un ou plusieurs logements qui ne changent pas de manière significative les formes urbaines. Une première forme de densification douce est celle prise par la division parcellaire et construction sur parcelles détachées. Le plus souvent, elle concerne des particuliers qui décident de se séparer d'une partie de leur terrain pour le vendre comme terrain à bâtir, susceptible d'accueillir une nouvelle maison individuelle. Cette forme a été largement étudiée dans le projet de recherche BIMBY, littéralement « Construire dans mon jardin », financé par l'Agence nationale de la recherche entre 2009 et 2013. Ce projet s'intéressait notamment aux différentes possibilités de densification et de diversification des tissus pavillonnaires. La division parcellaire trouve son origine dans une grande diversité de situations personnelles. C'est le cas de personnes propriétaires d'un pavillon sur le point de le vendre qui, ne trouvant pas d'acheteur, décident de diviser une partie du terrain pour vendre à un prix moins élevé la maison sur un terrain plus petit. Ou encore de personnes qui ont besoin d'un apport financier que leur procure la vente d'un terrain issu d'une division. Il peut s'agir aussi à la marge de professionnels de l'immobilier ayant acquis des pavillons sur des parcelles suffisamment grandes pour réaliser une ou plusieurs divisions parcellaires permettant de produire de nouveaux terrains à bâtir pour la construction de maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs. Une deuxième forme de densification douce est incarnée dans la construction d'appartements accessoires, qui sont des logements supplémentaires construits dans les quartiers de maisons individuelles, par division interne de pavillons ou par construction à l'extérieur sur la parcelle. En Amérique du Nord, un appartement accessoire est entendu comme un logement autonome, séparé du logement principal et possédant une cuisine et une salle de bain propres, ainsi qu'une entrée indépendante. Il peut être construit à l'intérieur de la maison principale ou à l'extérieur sur la même parcelle. Aux États-Unis et au Canada, il existe des politiques locales, justement, de densification douce qui s'appuient sur les appartements accessoires. Dans la province canadienne de l'Ontario, par exemple, les appartements accessoires ont été intégrés dans une véritable politique régionale de maîtrise de la croissance urbaine. Les pouvoirs publics y exercent une impulsion pour faire de ce dispositif un outil de politique publique pour la production de logements abordables dans les municipalités suburbaines. L'objectif de cette politique est non seulement d'offrir de nouveaux logements locatifs à loyer modéré, tout en garantissant un revenu supplémentaire aux propriétaires occupants, mais aussi de contribuer à une utilisation optimale des infrastructures et des réseaux existants, en augmentant la densité résidentielle de quartiers dont la population diminue ou vieillit.
on retrouve des pratiques similaires en France, que ce soit suite à des constructions sur parcelles sans division ou suite à l'aménagement d'un ou plusieurs logements supplémentaires à l'intérieur d'un même pavillon par division interne. Le plus souvent, elles entraînent la création de logements en location et peuvent avoir lieu dans le cadre du règlement d'urbanisme. Ces pratiques peuvent aussi exister de manière informelle. La conjoncture immobilière actuelle, marquée par une nouvelle crise du logement, peut en partie expliquer ce phénomène. Et il faut noter que cette forme particulière de production résidentielle, bien qu'informelle, répond aujourd'hui à une demande qui n'est pas satisfaite sur le marché principal du logement. Une troisième forme de densification douce est la restructuration interne de grands pavillons pouvant intégrer des surélévations et extensions avec ou sans remembrement foncier. Ces opérations permettent la production de plusieurs logements. C'est par exemple sous cette forme qu'interviennent des micro-bailleurs œuvrant pour la production de logements sociaux en diffus, c'est-à-dire dans le tissu existant et pour des petites opérations de 1 à 12 logements. C'est le cas de Solidarité Nouvelle pour le logement. SNL est une association qui crée et gère des logements sociaux pour les plus démunis. Elle privilégie comme mode de production de logements sociaux la conversion d'un pavillon existant en plusieurs logements locatifs. Dans l'exemple qui suit, il s'agit d'une éco-réhabilitation avec extension d'un pavillon en centre-ville à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Enfin, on peut évoquer d'autres modalités dans les pratiques de densification douce. Par exemple, des groupements de particuliers peuvent donner lieu à des opérations de remembrement foncier. Elles peuvent être initiées dans le cadre d'associations foncières urbaines ou de sociétés coopératives d'intérêt collectif, voire suite à des démarches d'habitat participatif. Dans celles-ci, un groupe d'habitants est impliqué, dans le cadre d'un projet commun, dans la conception, la construction et la gestion de leur logement. Comme le montrent ces exemples, la densification douce se distingue d'une autre forme de densification qui peut être considérée comme forte lorsqu'elle change plus radicalement les formes urbaines et peut détruire l'existant. Les acteurs pouvant être impliqués sont très divers. Particuliers, constructeurs de maisons individuelles, géomètres, micro-bailleurs, petites entreprises de promotion ou encore associations d'habitants impliquées dans des démarches d'habitat participatif. Aujourd'hui, la densification douce paraît constituer un complément intéressant aux filières traditionnelles de production de logements. Selon ses promoteurs, elle pourrait permettre de répondre à divers problèmes que pose aujourd'hui la gestion des espaces de banlieue. Pénurie foncière à l'intérieur des limites construites des municipalités, optimisation des services et équipements de proximité, ou encore maintien des infrastructures de transport. Elle pourrait également permettre de redynamiser certains quartiers périurbains, voire ruraux, dont la population diminue. L'engouement actuel que suscite la densification douce invite à mener une réflexion approfondie sur cette forme particulière de densification pour en questionner les intérêts, les limites et les opportunités. C'est l'objectif que s'est fixé le PUCA en engageant en 2014 un programme de recherche et d'expérimentation sur ces questions.